Alors, on est parti pour une FAQ. Vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions sur Insta. Je vais y répondre dans cette vidéo. Donc là, j'en ai sélectionné à peu près une dizaine. On va essayer d'y répondre. Donc, première question. Comment savoir si on est vraiment prêt pour se marier? J'ai envie de dire, d'un côté, on ne le sait jamais vraiment. Et de l'autre côté, en fait, c'est une rencontre qui va faire que ça sera quasiment évident. C'est pas un moment, en fait, se sentir prêt à se marier. C'est une rencontre. C'est la rencontre avec une personne, avec la bonne personne avec qui on se sent vraiment à l'aise, avec qui on se sent compatible. Maintenant, moi, ce que je recommande vraiment à tout le monde, c'est d'avoir fait quand même un vrai travail sur soi avant de se marier. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'humain, on a eu des déceptions, on a de l'expérience sociale, on a rencontré des gens, on a été déçus, on a été trahis, etc. Et parfois, on projette ses peurs sur les personnes qu'on rencontre, alors qu'en fait, ce sont de bonnes personnes. Donc voilà, je dirais que savoir si on est prêt ou pas à se marier, euh, c'est de l'ordre de l'instinct. Tu vas le ressentir quand tu auras en face une personne qui te donnera envie vraiment de te marier. Très bonne question. Que faire quand le mari boude des semaines et refuse la communication à chaque fois? Alors là, je te dirais, c'est important d'aller comprendre euh, quel a été le switch entre le moment où il voulait bien partager avec toi, communiquer avec toi, et le moment où tu l'as vu s'éloigner petit à petit. Souvent, il suffit d'un moment où toi, tu n'as pas été réceptive parce qu'il avait besoin de ton écoute, de ta communication. Quand je dis écoute, je parle d'écoute vraiment profonde, empathique. Et si à ce moment-là, il t'a pas trouvé, eh bien, il se referme. Ça peut être aussi un manque de respect. Donc, creuse, essaie de voir s'il n'y a pas eu un élément déclencheur. Je dis pas que c'est tout le temps le cas. Parfois, vous avez des personnes, des hommes ou des femmes, et là, en l'occurrence, c'est un homme, qui sont comme ça, qui, malheureusement, avancent avec ce comportement toxique. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont profondément, mais ce comportement l'est, où en réalité, ils essayent en fait de se faire un peu désirer par le fait de bouder, de prendre des distances, etc. Je trouve que c'est dommage. Donc là, ça serait bien d'instaurer une vraie conversation d'adulte. Je sais que parfois vous dites, mais c'est chiant, c'est toujours moi qui dois le faire et tout. Et je le comprends. Mais si tu ne le fais pas, en fait, les choses ne vont pas avancer. Maintenant, il va falloir recadrer aussi la relation. C'est-à-dire que c'est pas normal de bouder. Là, tu me dis, donc, pendant des semaines, il refuse la communication. C'est pas normal. À un moment donné, il faut qu'on se le dise. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de le dire, mais je veux dire, si les règles ne sont pas respectées, il faut qu'il y ait des conséquences à ça. Alors, entre le moment où tu agis et le moment où tu préviens, il y a des étapes, évidemment. Mais si la personne continue de bouder des semaines et des semaines et des semaines, mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester bloqué là-dedans. Donc, des décisions doivent être prises. En tout cas, bon courage, parce que je sais que c'est pas évident. Salam, wa alaykoum salam. Comment faire pour renverser la tendance et être dans une énergie féminine? Donc, si tu es une femme qui est dans une énergie masculine, pose-toi tout simplement la question du pourquoi. Et souvent, je veux dire, nous, quand on travaille avec des femmes, on voit que il faut remonter loin en arrière. On t'a donné beaucoup de responsabilités étant petite, par exemple. Tu as eu beaucoup de pression sur la réussite sociale, avoir un bon travail, être indépendante, etc. Ce qui en soi, bon, dans certains cas, c'est pas une mauvaise chose, mais qui a créé chez toi cette énergie masculine. Ça peut être aussi un père absent. Ça peut être aussi, et dans bien des cas, ça arrive, c'est une maman qui dénigrait le père. C'est un bon à rien, il sert à rien, ma fille soit forte, les hommes ils servent à rien, etc. Vous voyez. Donc forcément, ça te travaille. Après, ça peut être aussi plus tard, vraiment à l'âge adulte, des déceptions. Et quand tu te dis à un moment donné, je peux pas compter sur un homme. Euh, si je compte dessus, il va profiter de moi, il va être tyrannique. Forcément, tu vas rentrer dans cette énergie masculine. Il y a aussi l'environnement social. C'est-à-dire, au travail, tu as un poste qui fait que tu diriges des personnes, tu peux pas te laisser marcher dessus en tant que femme, etc. Donc ce qu'il faut faire pour renverser la vapeur, c'est tout simplement laisser cette énergie là où tu dois l'exprimer, au travail,
et essayer de vraiment créer une espèce de dissociation entre ce monde professionnel et ce monde privé. Et l'une des meilleures façons de le faire aussi, c'est d'avoir des femmes autour de toi qui sont, elles, dans une bonne énergie féminine. Et ces femmes-là, souvent, c'est des femmes qui sont heureuses dans leur couple. C'est comme ça. Je sais qu'on n'a pas envie de l'entendre, mais quand on est malheureuse dans son couple, on a tendance à être dans une énergie masculine. Donc voilà. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette énergie masculine, qui n'attendent qu'un homme avec un grand H pour se laisser aller, pour vraiment arborer cette énergie. Mais en fait, tu vois, il n'y a rien de magique. Cette féminité, elle existe déjà en toi. Il va falloir juste l'exprimer et comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est le masculin, le côté masculin qui l'emporte. Pourquoi un homme n'a pas envie de l'engagement du jour au lendemain? Parce que c'est un menteur, tout simplement. Parce qu'il s'est précipité. Normalement, en tant qu'homme, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à bien te connaître et dire, ok, cette femme-là, je me vois être avec elle, je me vois m'engager avec elle, aller jusqu'au mariage avec elle. Mais si je me précipite, c'est peut-être la dépendance affective dans certains cas, ça arrive. Peut-être un manque de vision sur le long terme. Voilà. Mais dans tous les cas, je fais une erreur. Ensuite, tu as tout simplement des menteurs au sens littéral. C'est-à-dire, je vois des avantages à te fréquenter ou à être avec toi à l'instant T. Par contre, aucune projection possible avec toi pour X ou Y raison. Et donc, du jour au lendemain, je disparais. Qu'est-ce qu'on fait après ça? On avance. Et on se dit, tant pis pour lui. Quand vous avez été droite du début à la fin, dites-vous juste une chose, c'est tant pis pour lui. Vous avancez et vous passez à autre chose. Je sais que c'est difficile parce qu'on se pose mille et une questions, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Peut-être que je suis pas une femme bien. C'est peut-être pas ça, en fait, la question qu'il faut se poser. La question qu'il faut peut-être se poser, c'est est-ce qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui était capable de reconnaître ma valeur? Vous allez vous rendre compte que souvent, la réponse est non. Dans ces cas-là, en tout cas. Comment faire pour sortir une personne de notre tête? On sait que c'est fini, mais on n'y arrive pas. La première des choses, c'est accepter que ça va prendre du temps. Le deuil amoureux, ça prend du temps. Une fois que tu as accepté ça, il va falloir vraiment nettoyer, épurer ton environnement. Il faut que cette personne, au maximum, ne soit plus présente. Et ça passe par effacer les messages, les photos, parfois c'est même les photos de mariage quand vous avez été mariés. Le seul cas où c'est un peu plus délicat, c'est quand il y a les enfants entre vous. Mais lorsqu'il n'y a pas les enfants, efface tout en fait. Zéro contact. Ça va grandement t'aider déjà. Et ensuite, tu laisses le temps faire les choses. Et tu essaies de bien t'entourer. Ensuite, on me demande mariage mixte, donc une arabophone avec un francophone, les deux musulmans. Alors, pour moi, c'est pas forcément ça un mariage mixte. Parce que, par exemple, je peux être francophone, mais d'origine marocaine ou algérienne, et tu peux être arabophone, d'origine, pareil, algérienne ou marocaine. Donc on peut avoir la même origine. Pour moi, le mariage mixte, c'est entre deux origines, deux cultures différentes. Et j'y vois aucun inconvénient à partir du moment où, effectivement, les deux sont musulmans. En tant que femme, vous n'avez pas le droit d'épouser un non-musulman. Et moi, en fait, depuis des années que je travaille dans les relations, je me rends compte du pourquoi. Parce qu'en fait, que vous le vouliez ou non, l'homme, il a le leadership spirituel. Donc, il va vous emmener dans une direction, etc. Mais je dirais, même pour les hommes, qui ont le droit d'épouser, entre autres, une chrétienne ou une juive, je dirais, choisissez aussi une musulmane. S'il y a 2-3 hommes qui passent par là. Donc voilà, aucun inconvénient. Le plus difficile, c'est surtout de parfois, en tout cas pas tout le temps, mais parfois de le faire accepter. Parce que parfois, il y a des parents qui sont littéralement racistes, xénophobes. Et du coup, là, ce que je recommande, dans un premier temps, c'est d'avoir une discussion éclairée. Et dans un second temps, c'est de faire intervenir un responsable religieux qui va remettre les pendules à l'heure.
Voilà. Je sais que dans certains cas, c'est difficile. Question suivante, donc, qu'en est-il de la différence d'âge, un homme avec 13 ans de moins qu'une femme? J'y vois aucun inconvénient. Au cours de l'année passée, ou il y a 1 an et demi, notamment, je pense à une femme en particulier que j'ai accompagnée qui, pendant l'accompagnement, à la fin, a rencontré un homme, puis elle s'est mariée avec lui, et elle a 10 ans de plus que lui. En fait, cette question-là, c'est surtout toi, qu'est-ce que t'en penses? Lui, qu'est-ce qu'il en pense? Mais aussi, par extension, surtout la famille de son côté. Et je dirais notamment sa mère. Il y a des mères qui sont catégoriques. Je ne veux pas que tu épouses quelqu'un qui a 5 ou 10 ans plus que toi. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus flexibles. À partir du moment où toi, tu es aligné, lui est aligné, ça va pas trop poser de problème vis-à-vis de la belle famille et tout. Bismillah, qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Rien. Est-ce que c'est interdit? Non, absolument pas. Et les exemples sont nombreux, notamment le prophète, alayhi salatu wassalam. Les hommes de la génération 2000 s'intéressent de plus en plus aux femmes plus âgées. Bah, ça fait écho avec la question précédente. Est-ce un nouveau phénomène? Alors, je suis pas sociologue, hein. J'ai l'impression qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et j'y vais vraiment avec des pincettes et c'est vraiment mon avis qui est fondé sur mon observation. J'ai pas lu d'article, j'ai pas creusé la question pour être complètement honnête avec vous. Mais je pense que je vais m'y intéresser parce que c'est vrai que c'est des questions qui reviennent de plus en plus. Je dirais, allez, je vais diviser en 2 catégories. Je dirais qu'il y a une catégorie d'hommes qui se tournent vers des femmes plus âgées parce qu'en fait, ils sont effrayés par les femmes de cette génération-là, 2000, à partir de 2000. C'est, en fait, je le dis souvent, mais il y a une espèce de perte des valeurs. C'est pas une espèce de perte des valeurs, c'est une réelle perte de valeurs. Donc forcément, on essaie de trouver quelqu'un qui partage plus ou moins des valeurs traditionnelles. Je vais être complètement honnête avec vous les filles et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais j'ai l'impression que dans cette perte des valeurs, il y a beaucoup plus proportionnellement de femmes que d'hommes. Je ne sais pas l'expliquer, à vous de me dire. Alors je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui font n'importe quoi, qui sont perdus, etc. Mais j'ai l'impression, et peut-être que c'est qu'une impression, qu'il y a beaucoup plus de femmes. Donc ces hommes-là, pour la première catégorie encore une fois, ils vont chercher des femmes d'un autre temps, entre guillemets, même si, pas parce que vous êtes des années 80-90 que ça y est, vous êtes foutus, attention. Pour justement pouvoir trouver des femmes un peu plus traditionnelles, un peu plus en phase avec leur culture et avec la religion tout simplement. De l'autre côté, et je l'observe aussi, vous avez de plus en plus d'hommes qui ne veulent pas être responsables financièrement, etc. Donc ils vont chercher une maman en fait quelque part. Et c'est ça qui me chagrine un peu, c'est qu'ils vont chercher une femme qui sera responsable à leur place. On avait le sugar daddy, ben maintenant on a la sugar mommy. Ouais. Donc voilà. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on observe de plus en plus. Et je pense que d'ici quelques années, il y a pas mal d'études qui vont sortir à ce sujet-là, certainement. Salem, j'ai perdu maman, Allah yarhamaha, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça fait 10 mois. Pourquoi j'ai besoin absolument donc d'avoir quelqu'un? C'est une très bonne question. Suite à la perte d'un proche, c'est très difficile. On a besoin de combler le vide. Parce que quand tu perds quelqu'un que tu aimes profondément, que ce soit une mère, une sœur, un père, etc., tu ressens un vide. Et ce vide-là, cette absence-là, cette douleur, on a envie qu'elle disparaisse. Donc forcément, on va chercher du plaisir, de la dopamine, de la présence ailleurs. Pour certains, ça va être dans la nourriture. Pour d'autres, ça va être dans les drogues. Pour d'autres encore, ça va être voilà, essayer d'avoir quelqu'un qui va nous protéger, qui va nous dire qu'il nous aime, etc. Parce que peut-être que ta mère avait ce rôle-là avec toi. Elle avait ce hanan envers toi. Cette douceur que tu recherches peut-être aujourd'hui.
Mais voilà. Et moi, je vais être complètement sincère, hein. Il y a des gens qu'Allah rappelle à lui qui causent beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, et parfois, va falloir vivre avec toute sa vie. Et c'est une réalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas avancer. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir aussi mal. Tu vois, c'est un peu... aujourd'hui, c'est à vif parce que c'est récent. 10 mois, c'est récent. Ça va cicatriser. Mais tu sais, parfois, la cicatrice, elle te relance. T'as un petit coup de jus, t'as un petit truc. Donc, c'est pour ça que tu as besoin d'avoir quelqu'un. C'est pour contrebalancer, en fait, la douleur que tu ressens. C'est pas forcément le bon moment, là. Donc, je te dirais de vraiment patienter. Puis si Allah décide de mettre quelqu'un dans ta vie qui va t'aider dans cette épreuve, bon, alhamdoulilah, c'est une bonne chose, tu vois. Mais voilà, ne t'en veux pas de ressentir ça en tout cas, qu'Allah te facilite. Alors, dépendance affective, dès que je fais connaissance, je m'attache trop et toujours dans le trop. Bah ça, c'est en fait c'est la dépendance affective, quoi. Euh, dès que quelqu'un me donne l'heure, je tombe amoureuse, voilà, j'ai envie que ça soit l'homme de ma vie et tout va très vite. Et souvent, en fait, c'est causé tout simplement par une blessure d'abandon, c'est-à-dire le papa qui n'était pas présent, le papa qui est décédé, le papa qui était présent mais pas présent émotionnellement. Euh, donc, euh, donc voilà. Et il va falloir venir retravailler la dépendance affective à la racine. C'est un travail sur la confiance en soi, sur l'estime et sur l'acceptation de sa propre histoire. Mais voilà, il y a à peu près une 20 à 25% de femmes qui sont dépendantes affectives à des degrés différents. Et ça dépend aussi de la personne qu'on a en face de soi. Si toi, tu n'attires à toi ou tu n'es attiré que par des hommes qui vont être distants, froids, évitants, forcément, ça va réveiller chez toi cette dépendance affective. Donc, je te dirais de vraiment travailler cette dépendance. Nous, c'est ce qu'on fait en programme. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, je vous mets le lien aussi dans la description. Et ça se soigne très bien. En tout cas, on avance très très bien. On s'en débarrasse très bien avec les bons outils. Assalamu alaikum wa alaykum salam. Comment s'éloigner jusqu'à détester tout ce qui mène à la fornication? Le désir, il est humain. Mais il faut venir mettre des barrières entre soi et la fornication. Et en fait, il faut s'imposer des choses, tout simplement. Chose aussi bête que je ne veux pas qu'on soit enfermé dans une pièce. Je ne veux pas qu'on se voie. Je ne veux pas qu'on parle de sujets qui mènent à ça. Donc, en fait, dès le début, j'impose un cadre. Donc voilà. Ensuite, il faut se rappeler que Allah nous l'interdit tout simplement. Donc même si tu as commis la fornication, même si tu l'as commise à répétition, bah à partir d'aujourd'hui, tu dis stop. Je vais aller même plus loin. Si tu veux détester la fornication, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, si tu veux t'éloigner de ce péché-là, eh bien, il faut que tu comprennes les conséquences de la fornication. Les conséquences sur toi, les conséquences sur ta vie amoureuse, les conséquences sur l'autre. Très rapidement, en tant que femme, plus tu as de rapports intimes avec différents partenaires, le fameux body count, moins tu vas sécréter d'ocytocine, plus ça sera difficile de t'attacher émotionnellement avec quelqu'un. C'est pour ça que vous voyez des gens, là je parle des femmes notamment, qui sont en roue libre, qui n'arrivent pas à rester 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an avec une personne. Et là, je parle de relations haram. Que dire du mariage? La deuxième des choses, c'est qu'en fait, l'homme qui est en face de toi, son regard sur toi, il va changer. Même si toi, tu commets cet acte-là, parce que tu l'aimes, parce que tu es amoureuse, parce que vous devez vous marier, ou je ne sais quoi, son regard sur toi, il va changer. Surtout s'il a eu facilement accès à ton intimité. Donc, l'un dans l'autre, il faut se dire une chose, c'est que ton intimité,
tout comme la sienne d'ailleurs, parce que c'est vrai que souvent on oublie les hommes, mais c'est la même chose. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui crée de l'attachement, qui crée de l'amour, et on ne peut pas le distribuer comme ça à n'importe qui. Donc une fois que tu as compris ça, que Allah nous l'interdit, et donc il y a des raisons pour ça, que toi ça t'empêche, plus le temps passe, et plus tu as d'expérience là-dedans, de t'attacher émotionnellement, profondément avec quelqu'un. Troisièmement, que les hommes te jugeront sur ça. Et c'est facile de dire oui, mais c'est stupide de juger sur ça. Est-ce que vous aimeriez un homme qui fréquente le bois de Boulogne? Ou un homme qui a qui a eu des centaines et des centaines de partenaires? Non. Donc l'hypocrisie, il faut qu'elle arrête, il faut qu'elle cesse. Vous ne voulez pas d'un homme qui fait n'importe quoi. Les hommes ne veulent pas de femmes qui font n'importe quoi. Donc quand je dis n'importe quoi, c'est pas avoir commis le péché, c'est l'avoir commis XXX fois et ne pas se rendre compte de la gravité de la chose. Donc oui, le body count, il compte, et des deux côtés. Ça a des conséquences aussi sur les hommes, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà en tout cas pour les questions. Ça a été une petite vidéo FAQ comme j'aime bien en faire de temps en temps. Et si vous voulez participer à la prochaine, bah, venez sur Instagram. Et voilà, la prochaine fois, vous mettez votre question et j'essaierai d'y répondre en vidéo. D'ici là, vous prenez soin de vous et on se dit à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.